Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Débutons cette édition avec les caprices de la météo. Alors que les températures s'étaient largement radoucies ces derniers jours sur une bonne partie du pays, le nord s'est réveillé sous la neige ce matin. Les flocons sont même tombés en abondance dès 5 heures, comme ici dans la métropole lilloise. Une surprise? Pas vraiment. Météo France avait annoncé le retour de la neige sur le quart nord-ouest dès aujourd'hui. Claude Guéant de retour à Marseille. Le ministre de l'Intérieur avait promis de ramener le calme dans la cité phocéenne, mais il revient aujourd'hui dans un contexte très tendu. De nouveaux règlements de compte ont fait 3 morts ces derniers jours. Claude Guéant reconnaît la persistance du grand banditisme, mais assure des résultats contre la délinquance au quotidien. Résultats obtenus selon lui grâce à la multiplication des patrouilles de police. Par ailleurs, ses récents propos sur le lien entre droit de vote des étrangers et viande halal pourraient provoquer quelques remous, notamment lors de sa visite dans une cité des quartiers nord. C'est une nouvelle épreuve pour les proches de victimes des attentats de Marrakech. Le procès en appel s'ouvre aujourd'hui au Maroc. L'audience s'annonce tendue. D'un côté, les accusés clament leur innocence. De l'autre, les familles veulent des peines exemplaires. Parmi les 17 victimes, une enfant de 10 ans originaire du Nord. Dernier moment en famille avant le départ. La mère et la tante de Camille ont pris l'avion direction le Maroc pour le procès en appel de l'attentat de Marrakech où a péri la fillette, alors âgée de 10 ans. C'est une épreuve parce que le premier procès, c'était un aboutissement de notre combat. Et là, de nouveau retourner au Maroc, de nouveau être face aux Marocains qui clament leur innocence. Et moi, ce que je voudrais à ce procès, c'est que les peines restent maximales, parce qu'on a quand même perdu notre petite fille et aussi 17 autres morts. Et je trouve que c'est inadmissible, le terrorisme. Le 28 avril dernier, au café Argana, la bombe explosait tuant 17 personnes, dont Camille. En première instance, 9 Marocains ont été condamnés. Le principal accusé a écopé de la peine capitale, son complice de la perpétuité. 7 autres ont eu des peines allant de 2 à 4 ans de prison. Le procès en appel a déjà été repoussé car des détenus avaient entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention. C'est parfois très lourd parce que les familles des accusés sont très exubérants. Leur peine, leur protestation, il écrit haut et fort, tandis que nous, on reste plus sobre, on va dire. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'avoue que là, j'ai vraiment du mal et j'espère qu'on va avoir enfin ici un procès qui va vraiment démarrer et se poursuivre pour se terminer dans les jours qui viennent, quoi. Parallèlement, les familles se mobilisent pour qu'une stèle en mémoire des victimes soit érigée au Maroc, si possible, pour la date anniversaire de l'attentat. 5 ans après l'entrée en vigueur du droit au logement opposable, droit pour tout mal logé de réclamer en justice à l'État un logement décent, le problème est loin d'être résolu. Les décisions tardent à venir. Du coup, au nom de ce droit, certains sans-abri prennent les devants, comme ici à Toulouse. Une vingtaine de SDF ont décidé d'occuper ces bureaux vides flambant neufs. Quand j'ai vu qu'il y avait l'eau, l'électricité, les sanitaires, la douche, l'eau chaude, et que c'était inoccupé, je me suis dit, eh bien, écoute, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Une occupation illégale, l'expulsion pourrait être imminente car le bâtiment n'est pas aux normes et la sécurité des squatteurs pas assurée. Les guerrières du dimanche, plus que jamais mobilisées hier à l'occasion de la première journée européenne pour un dimanche sans travail. Et depuis des mois, 6 caissières d'un supermarché d'Albertville se réunissent en fin de semaine pour faire entendre leur voix. Déterminées, elles refusent de se voir imposer le travail dominical. Réaction. Vous savez, des fois on est 2, 3, 4, 5, 6 et après, des milliers, des millions. Donc je pense qu'on va y arriver, mais bon voilà. Se retrouver ici après avoir passé 104 dimanches ici, ce lieu tellement symbolique, c'est magnifique. Les guerrières du dimanche ne désarment pas. Depuis 2 ans et demi, elles occupent le pavé sans relâche. Même si elles ont gagné leur combat, la guerre contre le travail dominical n'est toujours pas terminée. On a gagné par défaut, c'est-à-dire qu'on faisait partie d'une grande enseigne nationale et on est passé du jour au lendemain en location-gérance et le petit patron qui a repris la location-gérance a accepté pour l'instant, parce qu'il peut très bien demain changer d'avis, de ne planifier que des volontaires ce jour-là. Mais si demain il change d'avis pour une raison X ou Y, le combat de grève devra recommencer. Du front de gauche au syndicat chrétien, le mouvement rassemble au-delà des alliances traditionnelles. Et la question s'invite tout naturellement dans le débat électoral. Faut-il assouplir encore la loi Mallier de 2009 ?
Faut-il l'amender et réaffirmer le principe du repos dominical? C'est l'objectif du texte présenté par Annie David et voté récemment par le Sénat. Vous savez, quand vous entendez au Sénat des gens vous dire, des élus de droite vous dire « Oui, mais ces femmes qui ont des petits salaires, c'est quand même bien qu'elles puissent travailler le dimanche, comme ça les salaires sont meilleurs. » C'est pas ça la société dont on veut et c'est pas ça la société qu'elles veulent, ces femmes-là. Ce qu'elles veulent, ces femmes, c'est pouvoir avoir un salaire digne, sans être obligées de travailler le dimanche pour pouvoir vivre de leur salaire. La proposition de loi devrait être examinée en juin prochain par l'Assemblée nationale. En attendant, les guerrières resteront sur le pied de guerre en se retrouvant chaque premier dimanche du mois sur un parking de supermarché. Mieux vaut se méfier si l'on vous demande d'encaisser un chèque. Les escroqueries aux chèques falsifiés se multiplient et les étudiants sont souvent pris pour cible. Comment ça marche? Élément de réponse à Nantes. Elle pensait juste rendre service, mais cette étudiante a été piégée. Il y a quelques mois, une amie demande à Alice d'encaisser un chèque avant de transférer l'argent sur un autre compte. 3 jours plus tard, cette somme apparaît sur son relevé bancaire. En toute confiance, elle effectue donc le transfert d'argent. Mais mauvaise surprise, le chèque est sans provision. Une semaine après, la banque m'appelle pour me dire que j'ai manipulé de l'argent virtuel et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je dois le montant de cette somme à la banque. Quelle somme? 8 700 €. Une arnaque face à laquelle elle ne sait pas comment réagir. Elle se tourne donc vers cette association qui défend les usagers de banque. Ici, en 6 mois, on a enregistré 150 plaintes liées à ce type d'escroquerie. C'est une fraude qui se développe actuellement, qui nous inquiète. Parce qu'apparu il y a environ 18 mois, et concernant essentiellement les étudiants, et qui portaient sur des sommes de 200 à 800 €, eh bien aujourd'hui, c'est une fraude qui est tellement développée qu'elle concerne des sommes de 5 000 à 10 000 €. On n'est plus du tout dans le périmètre. Et pas seulement les étudiants, mais toutes les populations. Le chèque n'est pas un moyen de paiement garanti. Il vaut mieux utiliser la carte ou le virement. Si vous avez une somme à payer ou si vous devez recevoir une somme de quelqu'un, demandez-lui plutôt de faire un virement. Je crois que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Une fois arnaqué, difficile de prouver sa bonne foi, même si l'on porte plainte. Alice, elle, devra rembourser les 8 700 €. Difficile pour certains de se bouger, mais il fallait bien remballer hier soir au Salon de l'Agriculture. Vos vaches et cochons ont tiré leur révérence. L'édition 2012 est terminée. Une édition très politique, marquée par le défilé des candidats à la présidentielle. Mais celle qui a le plus fait crépiter les flashs préfère sa campagne à la campagne. C'est une star, Valentine? Ah oui, c'est une star. C'est la star du salon. Hein. Et c'est mon 9e ruban que je remporte cette année, donc c'est vrai que ça me fait mon 20e salon et avoir un ruban, ça fait plaisir. Et puis bon, quand on est premier ici, on est reconnu dans le mondial. Une star qui a attiré les visiteurs, la fréquentation du salon est en hausse par rapport à l'an dernier. C'est 1m50 kg, 1m50 kg, donc voilà, il va falloir découper comme ça. Ah non, elle est irrécupérable, c'est honteux. Non sans amertume, Vincent Treux s'est décidé à découper son œuvre. Cette sculpture monumentale avait été installée à Paris sur l'esplanade de la Défense en 2010 dans le cadre d'une exposition temporaire. Depuis, l'établissement qui gère le quartier demandait le retrait de l'installation et réclame aujourd'hui 540 000 € d'indemnité pour 15 mois d'occupation illégale. Or, cette œuvre était jugée par l'artiste lui-même indémontable. Vincent Treux dénonce désormais une exécution. Ce sont des lettres chargées d'histoire et d'émotion, des lettres envoyées ou reçues par les prisonniers du camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Quelques 10 000 personnes y ont transité avant d'être déportées. Et les courriers et timbres de l'époque ont été rassemblés par l'association des philatélistes aixois. De tout notre cœur, nous vous embrassons. Au revoir, mon bien cher petit. Je me refuse encore à croire à un adieu. Votre JG. C'est une lettre qui est partie au camp des Milles et entre-temps, ce monsieur est parti dans le camp, dans un wagon pour Drancy. Et la lettre est arrivée le lendemain et sur la lettre, il est marqué, sur l'enveloppe, il est marqué « Parti sans laisser d'adresse ». Ces documents rares seront transmis au futur musée du camp qui ouvrira en septembre. Un collège qui fait polémique au Mans, celui-ci porte le nom de Roger Vercel. Le hic, c'est que de forts soupçons d'antisémitisme pèsent sur cet écrivain né en 1894 et prix Goncourt à 40 ans. Un ancien élu manceau veut même faire débaptiser l'établissement.
Les soupçons d'Henri Lelièvre, alors adjoint à la culture de Robert Jarry, sont nés il y a 20 ans lors d'une exposition organisée au collège Roger Vercel du Mans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 40 et 44? Ce type était sûrement un collaborateur. Je ne savais pas, j'étais à peu près sûr que c'était ça. Mais enfin, il m'a fallu 17 ans de recherche. Les archives de Ouest-Éclair se sont ouvertes en 2011. Henri Lelièvre y découvre un éditorial de Vercel intitulé « Lecture pour demain », daté du 16 octobre 1940 et qui dit ceci. Mais il est une chose extrêmement importante et que l'on peut affirmer, c'est que l'élimination du juif en tant que penseur et écrivain réagira d'extraordinaire façon sur la littérature de demain. Lorsqu'il ne sera plus là, on s'apercevra de la place qu'il avait usurpée et l'on en sera stupéfait. Pour le maire du Mans, ce seul texte suffit pour attester de l'antisémitisme de Roger Vercel. On ne peut pas donner le nom d'un collège de la République à quelqu'un dont il est établi, qui fait des éditos d'une violence antisémite. Et éliminer ce mot quand même des auteurs, qui est l'éducation nationale vire, et on laisserait le nom de Vercel à un collège, ça c'est pas possible. Né au Mans, Roger Vercel est mort à Dinan dans les Côtes-d'Armor et ces deux villes ont baptisé de toute bonne foi deux collèges du nom de l'écrivain. Prenons un peu de temps pour réunir le maximum d'informations, de documents qui pourraient confirmer ou infirmer éventuellement ce qui est reproché aujourd'hui. Jean-Marie Jevaux souhaite demander conseil auprès d'historiens. Il veut aussi ménager les descendants de l'écrivain. Enfin, les poupées étaient à l'honneur ce week-end à Salon de Provence. Des traditionnels aux plus réalistes, les collectionneurs et les commerçants étaient nombreux à exposer leurs trésors. Thème retenu cette année, la mode. Suivez le guide. Les poupées ne sont pas que de simples jouets. À toutes les époques, elles ont été des ambassadrices de la mode. Robes, bijoux, chaussures ou perruques, il y a tous les accessoires pour en faire les plus belles femmes du monde ou des petites filles modèles. Je suis venue chercher une perruque. Nous, on est nés pendant la guerre et les poupées, on n'en avait pas. Donc avoir des poupées, c'est un peu une revanche sur ce qui s'est passé autrefois, quoi. Ici, il y a des poupées à ne plus savoir laquelle choisir. À chacune son style, son époque. Porcelaine, chiffon, vinyle ou plastique, elles viennent d'Angleterre, de Suisse ou de Belgique, mais aussi d'Allemagne, l'autre pays des poupées, après la France. L'Allemagne a toujours été un gros producteur de poupées, surtout dans la région de Nuremberg, où de nombreuses personnes vivent encore de cette industrie. Chez nous, c'est une tradition. Les poupées allemandes s'exportent partout dans le monde. Des poupées parfois exceptionnelles. Certaines peuvent se vendre jusqu'à 15 000 € pour les plus rares et les plus anciennes, qui ont besoin d'être restaurées. La vie de poupée n'est pas toujours rose. Il y a les poupées préférées, chouchoutées, habillées, avec les accessoires. Et vous avez la poupée détestée parce qu'elle a les jambes qui sont raides ou qui s'assoient mal et qui misent au rencard, quoi. Voilà. Et celle-là, elle envoie de toutes les couleurs. Voilà, celle-là, elle souffre. Des traditionnelles aux hyper réalistes, comme celles qu'on appelle aujourd'hui les bébés reborn, les poupées ont toujours su être à la fois fashion et éternelles. Tout de suite, votre édition des initiatives.